L'Asie centrale, ce trou noir sur la carte du monde. Des steppes, infinies, et à l'horizon des montagnes enneigées hautes comme l'Himalaya, et aussi le souvenir des empires de Gengis Khan et de Tamerlan. Sur cette carte du XIe siècle, conservée à Samarcande, la ville mythique est située au centre de l'univers, avec à l'est la Chine, à l'extrême ouest la Russie. Au-delà, pour le cartographe de l'Empire seldjoukide, commençait l'inconnu, un monde incertain et barbare, l'Occident, dont il ne voulait rien savoir. Jadis, la route de la soie, la route des épices, traversait ces contrées. Les grands empires ont disparu. Restent ces steppes, comme enclavées entre le massif du Pamir, les plaines de Sibérie, les déserts de Karakoum et de Taklamakan. Au XIXe siècle, la Russie impériale colonisa ces peuples, kirghizes, ouzbeks, tous les autres. Puis il y eut 70 ans d'asservissement au nouvel empire soviétique. L'Asie centrale fut un grenier à coton, une terre de goulag au même titre que la Sibérie, un terrain d'expérimentation pour bombes atomiques ou encore un dépotoir pour les industries les plus polluantes. Sur les ruines de l'Empire soviétique, l'Asie centrale est en train de renaître, objet de toutes les curiosités et de toutes les convoitises, à cause de ses ressources naturelles, gaz, pétrole, minerais, et aussi de sa position géostratégique. Les républiques indépendantes ont surgi, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, les villes légendaires ressuscitent. Samarcande, Bukhara, Tachkent. Après les livres très érudits d'Olivier Roy, paraît aujourd'hui La rumeur des steppes. René Cagnat, déjà auteur du Milieu des empires, y mélange description et analyse, en témoin direct de tout ce qui se passe dans une région où il fut diplomate, attaché militaire pendant des années, avant de décider de s'installer là-bas, d'y faire sa deuxième vie. Au Kirghizistan, à Bishkek, la capitale, il est professeur à l'université. Ce qui m'a fasciné, c'est que ces mondes ont une structure simple. C'est un peu simple comme l'océan, en quelque sorte. Quand vous êtes en face de la steppe, quand vous êtes en face de l'Asie centrale, vous avez l'impression que tout peut être compris plus facilement que chez nous. Les choses sont très complexes, bien sûr, en Asie centrale, et plus on creuse, plus c'est complexe, mais cependant, vous aboutissez très vite à des conclusions plus rapidement que chez nous. La France, c'est un espace bocagé. C'est un espace limité, ce sont des petits carreaux les uns à côté des autres, chacun avec sa petite autonomie. Là-bas, il y a bien sûr des petits ensembles les uns à côté des autres, mais il y a aussi des paysages beaucoup plus nus qui révèlent beaucoup plus les réalités historiques et les réalités psychologiques. On comprend par exemple beaucoup mieux ce qu'est le despotisme oriental en vivant en Asie qu'en Russie même. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, quand vous arrivez là-bas, vous Français qui avez exercé des fonctions au nom de la France dans ces pays, est-ce qu'on a l'impression d'arriver là comme on arrive dans la mer? Il n'y a personne et en même temps il y a des gens. Et quels gens, et quelle variété, quelle spécialisation au milieu. Par exemple, les Kirghizes, c'est le transhumant, c'est le nomade de la montagne. Le Khazar, c'est par excellence l'homme de la steppe. Hein, c'est l'homme épris de liberté, d'espace, c'est le cavalier. Et vous avez l'Ouzbek, au contraire, qui est l'homme sage, des oasis, prudent, mesuré, qui sait prendre toutes les mesures pour répartir l'eau de la façon la plus juste possible. C'est un autre monde. Le Turkmène, c'est l'homme du désert. Le Tadjik, c'est l'homme des vallées qui s'enfoncent dans le Pamir. Donc les hommes sont extrêmement variés. Les femmes sont d'une beauté inimaginable, avec tous les aspects que l'on peut imaginer pour la beauté féminine. Avec en plus l'apport des femmes russes, des femmes slaves, qui ne font qu'être la cerise sur le gâteau. Mais on peut quand même croire que les voyageurs iront à Samarcande, dont le nom signifie semblable au paradis,
pour y vérifier leurs rêves, pour lever les yeux vers ces dômes, ces minarets turquoises, pour se perdre dans cette ville que les musulmans désignaient autrefois comme miroir de la terre, tête de l'islam, jardin des bienheureux. Samarcande, aujourd'hui protégée et restaurée, est toujours vivante. Samarcande, comme Boukhara, derrière ces magnifiques cités, il y a toute la réalité d'un peuple, il y a tout le drame ou les joies de sa vie. Je pense qu'au fond de nous-mêmes, on l'a remarqué dans l'histoire, il y a la fascination de l'Orient. Alexandre le Grand, Napoléon ont été pris par la fascination de l'Orient. Beaucoup partagent cette fascination de l'Orient. Moi, j'y ai donné absolument à fond et j'en ai été très heureux. Ça m'a beaucoup enrichi. L'enrichissement qui provient de ces régions n'est pas un enrichissement à partir de richesses physiques. Bien sûr, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a du gaz. Mais cela provient d'un immense potentiel de civilisation qui est là et qui ressurgit petit à petit. Charnière entre la Chine et l'Orient méditerranéen, la civilisation islamique fera de Samarcande un haut lieu des arts et des sciences, théâtre de découvertes prodigieuses. Au XVe siècle, Ulugh Beg, un astronome de génie, réussit à calculer la durée de l'année à un quart de seconde près, grâce à ce gigantesque sextant en pierre de 48 mètres de haut. À l'époque où la France est plongée dans la guerre de 100 ans, Samarcande, relevée des ruines après la mise à sac par Gengis Khan, devint la capitale d'un immense empire qui s'étendait de la Turquie aux Indes grâce aux conquêtes de Timor le Boiteux, le légendaire Tamerlan. He came to Samarkand and in 1370 he became the ruler of Samarkand. Then he organized several campaigns. He conquered Khorasan, then the other territories, then Iran, India, Afghanistan, etc., etc. And then in 1405, he organized campaign to China. Yes. But he died in Otrar, in this city. He couldn't go to China. Les empires les plus vastes que l'histoire ait connus sont nés et sont morts en Asie centrale. D'autres empires s'y sont rencontrés, affrontés, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Comment ces peuples des oasis, ces nomades, ces montagnards, ont-ils fait pour survivre depuis des siècles aux invasions et aux migrations successives ? Tout commence avec Gengis Khan, Tamerlan, poursuivi par les Russes, avec la grande répression de 1916 comme point d'orgue. Et ensuite, la pire épreuve, c'est celle du soviétisme. Il y a donc, tout au long de cette continuité historique, sur 8 siècles, le même comportement des gens qui font le gros dos, qui sont blottis chez eux, etc. Ce qui fait que, même si les soviétiques, qui ont été les pires et finalement les plus tristement efficaces, veulent changer ce monde, tout en ayant beaucoup changé, est quand même resté lui-même. Les Khazars sont restés eux-mêmes, les Ouzbeks sont restés eux-mêmes, les Kirghizes aussi. Et quand l'indépendance est arrivée, à ce moment-là, on a vu ressurgir les nationalités comme un diable hors de la boîte, avec toute leur vitalité, avec tout leur élan, avec toute leur originalité. Est-ce que vous pensez que ces populations représentent un danger quelconque pour le monde ou la région ? Ou est-ce que le danger ne vient pas d'eux ? Ou est-ce qu'il y a un danger ? Ce sont des gens, surtout les Ouzbeks, ce sont des gens extrêmement paisibles, des gens de l'oasis, des gens vraiment de la culture, de l'agriculture minutieuse. Je ne crois pas qu'ils représentent un danger, non plus que les nomades qui, eux, sont un peu dilués dans l'espace. Le danger pourrait seulement venir d'une surpopulation qui aboutirait à une misère immense que l'on ne peut pas imaginer encore aujourd'hui, et qui ferait qu'à ce moment-là, recommencerait, sous une autre forme, d'une autre façon, le processus des grandes migrations. On parle des dangers de l'islam qui peuvent laminer les particularismes.
sont de vrais dangers ou de faux dangers? Je ne crois pas tellement, c'est mon point de vue personnel, au danger islamique. J'ai l'impression qu'il a été un peu créé, ou en tout cas exagéré. Hein. L'islam d'Asie centrale est un islam à la base très, très marqué par le chamanisme, qui est donc le culte des forces de la nature, etc. Et cet islam de village est extrêmement poétique. Est extrêmement poétique. Moi, les petites histoires qu'on me racontait dans ces villages, ça me faisait penser aux lettres de mon moulin. Vous voyez, j'ai l'expression les lettres de ma mosquée, on pourrait les écrire à partir de tout ce qui se passe dans un village d'Asie centrale, avec le mollah, avec donc les anciens, toutes les petites histoires. C'est plein de charme. L'islam de ville, lui aussi, est un islam accueillant. C'est un islam qui a l'hospitalité et la gentillesse vis-à-vis de l'étranger qu'ont tous les centres asiatiques. Vous avez un islam d'importation qui, lui, est beaucoup plus sévère. Ceux qui construisent des mosquées, etc., à partir avec des fonds venant du Pakistan ou surtout d'Arabie Saoudite, sont aussi des gens tout à fait respectables. Mais alors, à côté de ça, vous avez des aventuriers qui se sont greffés là-dessus, qui n'ont d'étiquette qui n'ont d'islamique que l'étiquette. Que l'étiquette, qui en fait sont des aventuriers, qui sont des gens qui se lancent dans une aventure, qui est une aventure militaire avant tout. Ils ont dévalé des montagnes, donc les brigands du Pamir, avec teinture islamique, ont dévalé des montagnes. L'armée kirghize a remarquablement réagi, et ils ont été refoulés dans les montagnes. Mais il est possible que ça redescende, et avec ce problème du déséquilibre démographique, il est possible, et puis le mécontentement de population, il est possible que tout ça joue ensemble pour favoriser un éclatement et des événements très graves. Là, ça en serait fini de votre belle Asie centrale. Peut-être. Disons qu'elle aurait à ce moment-là la beauté du drame et de la tragédie. René Cagna, La rumeur des steppes, dans la collection Voyageurs, chez Payot. À la fin des années 60, René Nicolas Henny était un écrivain très lancé, avec son premier roman, La gloire du vaurien, une pièce de théâtre, Que ferez-vous en novembre? Et puis petit à petit, il se laissa oublier. On reparla un peu de lui il y a 1 an avec la publication d'un petit livre sur la Coupe du monde de football, Venez enfants de la patrie, mais on attendait toujours son vrai retour. Il y a un ex-prometteur ou reconnu écrivain français vers ses 25-30 ans qui vit dans un village en Crète avec un chapeau de rabis qui va au café. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il remplit des cahiers. Voilà. Et j'illustre aussi, je mets des photos dedans, je mets des dessins dedans. Le cahier me satisfait entièrement. Oui, après, vous voyez, et avec des lettres, je fabrique des cahiers, mais ça me suffit. Oui, ça me suffit. Bon, maintenant j'ai des bébés, j'ai des enfants, et il faudrait qu'on m'édite de nouveau un petit peu, parce que les enfants coûtent de l'argent. C'est tout. Je renvoie toujours à un ami mes cahiers. Je les envoie toujours à un ami, à une sorte de témoin. Je ne les garde pas. Je ne fais même pas de photocopie. Est-ce que ça fait une œuvre ou est-ce que Henny s'en fout de faire une œuvre? Mais non, mais enfin, il y a toujours... J'écris des romans, je commence des romans. Mais c'est à cet ami auquel je l'envoie de me dire, dis donc, ça c'est assez intéressant, maintenant tu vas rentrer dans ta bicoque, tu vas rédiger ça, tu vas essayer de communiquer, enfin de raconter cette expérience que tu commences dans ce roman. Évidemment, j'ai fait beaucoup de romans, j'écris des romans, mais dans le cahier, ce sont mes romans à moi, c'est mon écriture à moi, et ça doit être travaillé. Je sais très bien qu'un écrivain qui publie, le bouquin publié, doit être travaillé. Et qu'un cahier, c'est autre chose. C'est comme le journal, c'est comme le journal. Mais encore faut-il avoir envie d'écrire des romans, d'écrire des choses. Quand un certain nombre d'éditeurs refusent les romans parce qu'ils sont trop tordus, les pièces de théâtre parce que les gens pensent sans doute qu'on ne peut pas les jouer, on se dit pas il faut que je change, on se dit pas il faut que je fasse un effort. Non.
malheureusement, non. Quand Madame Henny, mère, dit à son fils... Je voudrais que les gens comprennent ce que tu écris. Bon, et j'écris pour la bourgeoisie parisienne, et j'écris pas pour les gens d'ici. Il faut un certain niveau intellectuel pour te comprendre. Alors les gens d'ici qui ont eu l'école primaire, non, ce ne sont pas des imbéciles, ça non. Est-ce qu'aujourd'hui, à part le plaisir de faire des cahiers qui seront peut-être publiés dans 100 ans, est-ce qu'il y a un moyen pour que René Henny écrive des livres qui correspondent un petit peu à ce qu'on peut publier et lire dans le monde de la littérature d'aujourd'hui? Mais oui. Alors, on prend ces cahiers, on dit, tiens, ça, ce thème me plaît beaucoup, développe-le. L'éditeur, le gars qui est avec toi, qui pense que tu devrais faire des bouquins, que les gens s'arrachent. Bien. Alors, tu lui donnes ce que tu as écrit, à la main. Les gens ne savent plus lire ça, hein, et ça les éloigne. L'écriture à la main, elle a disparu en tant qu'écriture, parce qu'elle rappelle l'oralité. Elle est encore du temps où on chantait la phrase. On lisait à mi-voix. Alors, il y a une jeune fille qui s'appelle Blanche, merveilleuse, et elle tape. Et tu entends, tu corriges d'abord le gribouillage, enfin l'écriture, qui doit être de la calligraphie. Tu corriges, et la jeune fille tape. Et tu as quelque chose de nouveau, mais tu vas déjà vers une lecture du public. Parce que les gens, ils lisent du caractère, du noir sur blanc, ils lisent le caractère d'écriture. Et là, comment ils continuent de lire ça. Je vois dans le métro, les gens lisent des livres. Et alors, c'est ce travail de te rendre accessible à celui qui ouvre ton bouquin, même dans le métro, et qui lit. Mais ça, oh! Qui peut croire que René Henny va se remettre à faire des livres, entre guillemets, lisibles? C'est une prophétie. C'est une prophétie. Après la gloire du Vaurien, ils m'ont accueilli à bras ouverts à Mulhouse, et l'abbé de Leuenberg était venu écouter ma conférence à la Société industrielle de Mulhouse. Et puis, il avait voulu à tout prix me voir. Et il a dit, vous devez changer de nom et faire semblant d'être un très grand vieillard. Vous devriez vous faire passer pour un homme de 80 ans. Parce que vous ne serez vraiment bien que lorsque vous serez vieux. Il m'a dit, l'abbé de Leuenberg m'a dit ça. Et le sentiment intérieur, c'est qu'on est en train de devenir un vieillard vraiment bien? Quand je me trouve merveilleux. Quand je demande les billets à la gare de Mulhouse, je leur dis, j'ai une carte d'ancien combattant maintenant. Je leur montre, je dis, écoutez, tarif vieillard. Et alors ils disent, oh, quoi, vieillard? On appelle ça senior. Qu'est-ce que ça veut dire senior? Non, je dis vieillard, et je suis content d'être un vieillard. Je suis content d'être un vieillard. Et le seigneur Henny? Oui, le seigneur Henny. Oui, le seigneur a encore une œuvre devant lui qu'il va peut-être faire? Ah, mais j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Persuadé. C'est comme ça que les jours s'ouvrent. Les jours s'ouvrent à ça. Alors dans les cahiers, ça reste toujours ébauche, comme ça, vraiment enfui, caché. Mais j'essaie de raconter quelque chose, qui plairait à celui-là, peut-être. Celui-là, c'est-à-dire le jeune Henny? Ouais, on change tout le temps. On change tout le temps de peau. Et on a la même personne. Ouais, lui plaire, quoi. Ouais. Tout arrive. Christian Bourgois réédite La gloire du Vaurien, Babylone, vous y étiez nu parmi les bananiers, et Pintade. Et à partir d'un de ces fameux cahiers, publie Quand nous dansions sur la table, un nouveau livre de René-Nicolas Henny. Sur les rives du Nil, Assouan, porte de la Nubie et de l'Afrique, s'ouvre au nord sur la vallée d'Égypte. La ville s'est développée sur la rive orientale. Elle est depuis la plus haute antiquité un carrefour de peuples et d'échanges.
Les eaux tumultueuses du Nil, aujourd'hui maîtrisées par le grand barrage construit par Nasser dans les années 60, s'écoulent lentement vers l'Égypte, dont elles ont fait la richesse et nourri la civilisation. Le Nil, descendu du Soudan en 6 cataractes, franchit près d'Assouan une masse immense de granit rouge et noir, creusé, charrié, poli par les eaux et les siècles. C'est ici que se situait la première cataracte. Les trous là, ce sont les traces d'une extraction ancienne. Ça, on est devant là justement une des parties de la carrière qui était en activité, donc on peut se dire quelques milliers d'années avant nous. C'est très émouvant puisqu'on entend le bruit aussi de l'extraction contemporaine là. Voilà une carrière qui n'a probablement jamais cessé, qui s'est un petit peu interrompue de temps en temps, mais qui est toujours en activité. C'est datable, ça, non? Là, je ne saurais pas vous donner une date précise, mais on pourrait penser au moins, c'est ou pharaonique ou ptolémaïque. Tous les obélisques sortent d'ici, puis quantité de sculptures. Bon, on trouve par exemple le Ramesséum a été fait en grande partie, enfin toutes les choses en granit, le granit rouge et le granit noir justement, ont été façonnés ici. On peut en trouver encore 2 ou 3 complètement inachevés qui ont été abandonnés un petit peu plus loin d'ici. C'est dans cette carrière mythique, pour le 4e symposium international de sculpture d'Assouan, que 13 sculpteurs venus du monde entier, 13 sculpteurs dont l'œuvre compte dans la sculpture contemporaine, ont été invités à choisir un bloc, leur bloc, pour son grain, sa couleur, une forme primitive qui parle déjà à leur imaginaire. Assistés par des ouvriers tailleurs de pierre égyptiens, ils vont pendant 2 mois, sous le soleil et dans la poussière, se lancer à la poursuite d'un rêve. La force qu'il va y avoir ici, c'est une force qui part de ce personnage qui va jusqu'au fond. Et dessous, de l'autre côté, il va y avoir une espèce de tombe profonde dans le lac. Donc tout ça est tombé? Tout ça est tombé, tout ça est tombé. Et rien que pour faire ça, c'est un bloc qui, au départ, faisait à peu près 10 tonnes. Il y avait à 3 mètres cubes. Il avait quelque chose pour lui, c'est qu'il était d'abord d'une très belle qualité, un très beau noir. C'est un bloc qu'ils ont hésité à utiliser parce qu'il y a justement cette bande rose et que cette bande rose le rend inutilisable pour le commerce. Ça a été ma chance. As a name? Yes, I call it the sunbird. As le soleil, the sunbird.
I don't know whether Egyptians have a sunbird or not, but it's like an icon. And we have we worship sun in India like a god, a very important god, because sun gives you the whole sense of time, sense of space, and an earth to live and grow, you know, like a tree. So the whole life depends on the river and the sun. So this is a sunbird jumping from a river, maybe the light, and going onto the sky, you know, to give a ray of hope to the whole humanity. J'ai fait une découverte extraordinaire en travaillant cette pierre. Au moment où je l'ai retournée pour pouvoir travailler cette face, j'ai découvert qu'il y avait des traces très anciennes d'outils. Ça sont des marques d'outils. Toutes ceci, cette forme ici est une forme déjà taillée par je ne sais quel artisans, mais l'époque doit être très ancienne. Ça doit être l'époque des pharaons ou l'époque des Ptolémées. Et je me disais déjà que c'était une rencontre entre moi et cette pierre, entre moi et la culture arabe. Mais voilà que plus encore, c'est une rencontre entre moi et les temps pharaoniques. Et une conjonction des artistes du temps moderne et des temps très anciens. Je trouve ça formidable. Je compte l'appeler rencontre. Les limites de temps qui sont inhérentes au principe du symposium, est-ce que ça pose un problème, ça perturbe la démarche de création ou pas? Tout perturbe. Tout. Moi, la limite du symposium, le 8, j'y tiens pour avoir la paix. Mais je peux y arriver si je me concentre, mais si je me concentre pas, j'y arrive pas, là, c'est tout ce qu'il y a. Si je n'y arrive pas les 8, il est possible que j'y arrive jamais, tu comprends? Jamais. Marelle, mémoire, miroir. Vous voyez, c'est une marelle, voilà. C'est un peu le thème de cette sculpture, qui est toute une espèce de cheminement, comme ça, en partant du dessin de la marelle. Et cette sculpture est en train de se réaliser ici, dans cette carrière. Il y aura dans chacune des cases des écrits, c'est-à-dire un poème ou une comptine ou un bref texte qui sera écrit par des écrivains, des poètes. Donc ça nécessite de marcher sur cette marelle, de sauter. Et sur ce plan d'eau, qui est surplombé de blocs de granit, il y aura une inscription aussi. Et il y a un texte qui sera probablement le texte de Bernard Noël, qui sera gravé à l'intérieur, à l'envers, faisant face à l'eau. Et c'est l'eau qui révèle le texte. C'est une réminiscence de l'enfance, la marelle, là? Oh, c'est probable, je retombe en enfance volontiers. Elle s'appelle Passeur d'âme. Pourquoi? Bien, parce que je crois que depuis pas mal de temps, je pense à cette notion de passeur. Et ce qui me plaît, c'est que ça fait suite. Ça marque aussi cette révélation, ce retour que j'ai eu en Égypte avec la notion de au-delà tel qu'il le concevait, c'est-à-dire les ténèbres du tombeau,
Et donc, contraste avec la lumière terrible de ce pays, lumière et ténèbres du tombeau. C'est un vieux rêve qui s'est construit au fil des jours? Non, c'est à partir du moment où on met la main sur un bloc, ce sont des fiançailles, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si ça va pouvoir tenir entre nous. Et alors à ce moment-là, on accepte des choses de l'autre. Mais pour un sculpteur, étant donné la notion de silence et de fermeture de l'autre dans le dialogue, le bloc est fermé, il ne parle pas et pourtant il est présent à tout instant par le langage de la forme et de la dureté, de la résistance. Il contient une histoire. Oui, il contient une histoire et en même temps, on a l'impression qu'il joue à être silencieux comme un psychanalyste sait qu'il va vers quelque part, il va amener le malade vers quelque part. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que sculpter, c'est un peu aussi se soumettre à un savoir plus ancien que le vôtre, à découvrir une couche de soi qui est ensevelie très profond, qui parlera jamais. C'est donner la parole à quelqu'un qui est au 5e degré, 5e étage en dessous. D'ailleurs, ça m'arrive souvent, quand je sculpte, il me revient à l'esprit des choses qui sont des secrets de ma vie. Au bout de 10 heures de travail, je trouve ça. Peut-être ces artistes sont-ils aidés, guidés par les trésors de la civilisation nubienne qui veillent dans le musée proche. Être sculpteur, dit l'un d'entre eux, c'est un peu entrer dans un ordre, une façon de se mettre un temps en dehors de la société. Créer une œuvre à cette échelle, c'est affronter la dureté et l'incontournable rigueur de la matière avec une sorte de rage. Pour mettre devant ses semblables ce que pourrait être la vie, l'harmonie du monde. Ces œuvres nouvelles viendront prendre place sur ce plateau qui domine le barrage d'Assouan et la basse Nubie engloutie sous les eaux du Nil. C'était le prix à payer pour le développement de l'Égypte. Des temples ont été déplacés, reconstruits. La solidarité internationale a heureusement rendu possible le sauvetage de quelques-uns des trésors de l'humanité.
C'est à cet homme, Adam Enen, égyptien, sculpteur lui-même, que revient l'initiative de ces rencontres d'artistes venus des horizons du monde. Elle prolonge une histoire entamée il y a des milliers d'années et qui est née ici, au cœur de la Nubie. Du 7 février au 7 mars, un nouveau symposium de la sculpture monumentale réunira à Assouan 6 sculpteurs venus du monde entier. D'un reportage, on ne montre, on ne publie trop souvent que la photographie la plus spectaculaire, au risque d'oublier tout le travail du photographe. Cette semaine, dans Derrière la page, Le Caire, vu par Denis Dailleux. Denis Dailleux a regardé le Caire, les petites gens du Caire et des villages environnants. Contre les stéréotypes, contre les clichés, il a su leur rendre justice et établir de vraies rencontres. J'ai rencontré ce garçon dans un village près du Caire. J'étais en train de réaliser une prise de vue d'un autre enfant et quand je l'ai vu passer sur son vélo, il était comme un petit prince, quoi. Je l'ai installé et il y avait tout le village qui était là à regarder. C'était vraiment un moment magique. Alors ça fait 5 ans que je vais au Caire. Mais au départ, j'y suis allé sans aucune idée. Je suis allé en vacances en pensant voir les pyramides et les sites pharaoniques. Et en fin de compte, c'est un peuple que j'ai découvert. D'ailleurs, ma première impression, je me suis dit, c'est peut-être très naïf, mais ce qui m'a le plus surpris, c'était le bonheur. Le bonheur que j'y ai vu, malgré les difficultés économiques énormes. C'est ça ce qui m'a le plus marqué. En fin de compte, c'est les gens qui font l'Égypte. La couleur qui règne au Caire, c'est la couleur de la poussière. Donc c'est pas une ville colorée du tout. Et on découvre la couleur quand on arrive chez les gens. En rentrant chez les gens, tout d'un coup, on sort de la poussière à un endroit très propre et extrêmement coloré. Ça aussi, c'est évident que ça m'a donné envie de faire des images en couleur. Je m'étais fait copain avec le boucher et j'ai croisé le boucher. Il m'a dit viens, je vais tuer le chameau à 2h du matin. Et j'ai réalisé cette image en attendant le sacrifice. J'étais complètement hypnotisé par cet homme qui était le frère du boucher, un type incroyable. J'ai dû rester une demi-heure en face de lui et il m'a jamais regardé. Ce qui est magnifique, c'est le regard. J'ai commencé à faire de la couleur pour des raisons purement économiques, puisque dans les rédactions, on me disait écoute, passe à la couleur, comme ça tu arriveras à vivre de ta photo. J'emmène de la couleur et du noir et blanc, et quand je le sens, je fais en couleur, et quand je le fais au feeling. Mais c'est vrai que j'observe beaucoup les gens, et quand je vois quelqu'un qui m'inspire, je vais vers lui. Des fois, je lui demande, ou j'approche avec mon appareil. Tout de suite, il y a une relation de confiance qui s'installe. Je ne sais pas comment j'arrive, peut-être même pas à l'expliquer, mais les gens du peuple, ils sont merveilleux. Ils donnent tout. Et eux, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de soucis de représentation. Ils sont eux-mêmes et voilà. J'étais allé visiter le quartier copte, dit copte, et en sortant de ce quartier, je suis passé près de chez les potiers. Et je suis revenu de nombreuses fois. Et d'ailleurs, ce travail, j'y tenais beaucoup parce que je savais que le site était menacé. Et il y a un an, quand j'y suis retourné,
J'avais comme une prémonition, je me suis dit un jour je vais arriver, le lieu va être détruit, et ça y est, c'était fait, le lieu était détruit. Dans la journée, la lumière est très éclatante, et le soir est très mélancolique. Et ça se diffuse dans l'air, et ça se ressent chez les gens, il y a une espèce de nostalgie qui arrive le soir très forte. Les fêtes religieuses, ça s'est passé comme ça. J'ai découvert les trans, la danse, le cirque, les chants, et à la fois ce mélange de fêtes religieuses et païennes. On peut sentir la spiritualité, elle est tout le temps dans l'air. Ça aussi, ça m'a envahi très très vite. Mais je pense que tout ça, c'est des correspondances avec l'enfance. Je revis d'une autre manière, à travers la religion musulmane, je revis ça en Égypte, ça c'est clair. Ça c'est l'essence même de mon travail. Quand je fais un portrait, ce que je recherche, c'est l'âme de l'autre. Mais c'est aussi la mienne, hein. Enfin, bon, c'est ce qu'il va me donner, ce que je vais lui donner. J'espère toujours arriver à une osmose entre les deux, mais bon, il me donne et je lui donne. Le moment que j'ai envie de saisir, c'est le moment qui échappe à la personne. C'est ça qui me fascine. J'ai été élevé beaucoup avec ma grand-mère, et je crois que c'est le regard de ma grand-mère que je recherche indéfiniment. Habibi Cairo, Le Caire, mon amour. Les photographies de Denis Dailleux, présentées par Francesque Palomares et publiées par Filigrane Édition. Welcome to Weapon World. Philippe Tagli, photographe et poète. Il a réuni dans son nouvel album, Paradis sans espoir, préfacé par Mehdi Charef au Cherche Midi éditeur, ses textes et ses poèmes sur les cités, ces images de banlieue. Libérez les fauves, mettez les clowns en cage, écrit-il. Il écrit encore, ce n'est pas la couleur de la peau que je regarde, c'est sa beauté. Tous les torts étaient contre moi et je continuais à croire. J'avais envie de vivre. Ce gros livre de plus de 1600 pages réunit tous les romans et essais d'un des écrivains les plus brillants, les plus insolents de la génération des années 50, Bernard Franck. En 1980, il y a 20 ans, Daniel Jéguy réalisait ce film qui a techniquement beaucoup souffert du temps. Bernard Franck s'y exprime comme il écrit, en toute liberté, sans rien renier ni corriger. Morceau choisi. Ça vaut toujours mieux de ne jamais reprendre, je pense. Il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Non pas qu'elles soient forcément bonnes, mais je veux dire qu'il vaut mieux qu'elles soient comme ça, plutôt que d'essayer de... Il ne s'agit même pas de le fait qu'on arrange, mais se donner une sorte d'intelligence ou de bêtise supplémentaire un temps après, c'est un peu sot. Peu de temps avant sa mort, Sartre racontait à une de mes amies que elle était quelqu'un de totalement insupportable. Je lui reprochais tout. Elle avait une sorte de fureur contre toutes ses positions de gauche. Non pas que j'étais à droite, bien entendu. Enfin, même si, entendu, il faut le dire, mais c'était, paraît-il, que c'était vraiment le casse-pied. Alors, en 49 ou 48, j'ai retrouvé un vieux journal de moi.
l'enfance, enfin l'enfance, ils ne sont pas. Voilà, c'est daté presque de ma première rencontre avec Sartre, bavarder avec Sartre pendant 1 heure. Et ensuite, il y a 27 pages. 27 pages sur des bavardages avec des jeunes filles ou d'autres personnes que j'ai vues. Et simplement rencontrer Sartre. Mais ça, alors, c'est probablement un choix initial. Peut-être mes livres n'auraient peut-être pas eu leur... Enfin, ce que j'ai écrit n'aurait peut-être pas eu le style que... Ce style, peu importe ce qu'il est, si j'avais commencé à faire un énorme truc sur Sartre. Il y a aussi votre hostilité violente envers Camus. Est-ce que c'est lié à sa réussite comme romancier? Bah, vous savez, j'étais comme tout le monde en 47, et en 46, toujours les années après la Libération, j'étais un admirateur de Camus. Surtout des premiers, le mythe de Sisyphe et l'étranger. Ça faisait partie du bonheur de la Libération, quoi. Parce que vous n'avez pas lu en 43. Et bon, bah alors j'ai bien aimé La Peste comme ça, parce que je trouvais ça la baignade entre deux hommes, enfin, cette sorte de choses, ça... C'était la même chose et l'envers de Vichy, si vous voulez. C'était une certaine cucuterie, mais une cucuterie noble. Je ne parle pas de tous les livres de Camus, bien entendu. Mais je parle de La Peste, par exemple. Alors, il y a certainement sur Camus quelque chose qui déjà ne marchait pas très bien. C'est-à-dire que je n'aime pas, au fond, finalement, même quand il y a des chefs-d'œuvre assurés, Moby Dick, c'est pas ma passion. Et certainement un très grand livre, etc. Il y a cette idée de la littérature symbolique qui m'ennuie un petit peu. Je veux dire, c'est symbole, ça, même Le vieil homme et la mer, si vous voulez, des choses comme ça, on aime mieux en avoir ou pas, ou même des livres de Paris est une fête d'Hemingway m'amuse plus que... même manqué, même raté, parce qu'il y a au moins quelque chose d'un peu vivant. Et parce qu'au fond, et puis totalement actualisé, totalement visualisé, si vous voulez. C'est-à-dire que j'aime ce qui se démode. C'est-à-dire que j'aime dans la littérature profondément ce que tout l'enseignement secondaire nous a appris à ne pas tellement aimer, c'est-à-dire le refus des grands thèmes, et quelque chose de très, très, très précis qu'on peut voir à un certain moment. C'est un de vos livres préférés, Le Dernier des Mohicans Ganméli. Ça, c'est pas de la modestie, mais aucun livre de moi ne me paraît... ne me donne de la délectation. C'est vraiment les anti-mémoires de Malraux qui ont provoqué un cycle débordé? Non. C'est bidon, ça. C'est bidon. C'est quoi, alors? C'est la province. C'est le retour à la province. C'est-à-dire, c'est le retour à des habitudes... C'est pas la province en tant que province, c'est le retour à des méthodes strictes de travail. Il n'y a pas de... C'est on n'invente rien. C'est comme sur la morale, si vous voulez. Pourquoi les livres sur la morale sont toujours si ennuyeux, c'est que il y a le monde de la littérature et il y a le monde de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire,
toutes les personnes le savent. Mais bizarrement, il semble bien qu'en littérature, on aime bien, le grand public aime bien qu'on lui rappelle ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, exactement, au fond, il y aurait peut-être une littérature qui serait un peu l'équivalent des journaux féminins sur les régimes maigreurs, les régimes de santé. Crudité, carotte, aux déviants, contre excès-ville, etc. J'en fais, mais il y a toute une littérature, parfois assez bonne d'ailleurs, enfin très meilleure qui nous dit, qui est une transcription de ça. C'est peut-être pour ça que la littérature, effectivement, est le mal. Enfin, le mal. La négation. Ça a peut-être été mon dernier livre innocent. Je veux dire par là que je ne me suis jamais occupé de ce qu'on pouvait faire un éditeur. Étant beaucoup plus amusé à l'idée de lui carotter de briques, alors que 4 briques ou ce que vous voulez, ça ne monte pas très haut. Plutôt que de fixer une sorte de contrat draconien en m'occupant de la publicité, etc. Quand je dis que ça va été mon dernier livre innocent, j'exagère un peu parce que je ne crois pas que je fais mieux maintenant. Il y a une sorte de mouvement qui fait mieux pour moi maintenant. Mais au fond, ça ne m'intéresse pas. Vous ne croyez pas aussi, à part le tirage, il y avait aussi le fait que les jeunes gens qui auraient pu vous lire étaient occupés ailleurs? Oui, peut-être. Ce qu'on me dit en tout cas. J'ai toujours pensé, si vous voulez, que j'étais un écrivain gauchiste de naissance. Pas gauchiste, hein, je n'entends pas la connerie. J'étais naturellement, c'est-à-dire ou anarchiste, comme on a dit dans le temps. Bon. Mais d'un autre côté, comme je disais, que m'avait fait chier, mai 68 m'avait fait chier, c'était pas d'abord l'un des meilleurs passeports pour la popularité. Puisqu'il n'y avait pas non plus de tendresse telle pour le pouvoir, même si j'avais une petite larme pour le général de Gaulle, parce qu'il s'en allait. J'ai toujours une petite larme cinématographique pour les gens qui vont s'en aller. Par rapport à d'autres personnes qui, de toute façon, sont encore... enfin, le mot de Flaubert, le pire est toujours le plus sûr. Vous m'avez dit que vous écriviez pour l'avenir. Parce que vous serez lu encore dans 50 ans. Et... 50 ans, je serai encore vivant, bien entendu. Mais grâce au progrès de la science, la biologie, je serai en réanimation permanente. Je pourrais vivre une centaine d'années supplémentaires. Mais ce qui me réjouit beaucoup, on parle tout de même des idées, enfin, de l'élan initial. Alors, je veux dire, il n'y a pas de littérature au début, voilà, c'est 19 ans, il n'y a que la postérité. Voilà. La postérité, comme j'ai essayé de dire 100 fois, c'est la folle du logis de Pascal, l'imagination, mais dans son côté positif. Mais il ne faut pas aller au-delà. C'est-à-dire, la postérité, de même que je suis un homme du vertige, c'est-à-dire qu'un homme qui a toujours peur, s'il est au 4e étage, qui a par exemple un peu bu, j'ai peur de tomber ou de sorte de bon. Et bien la postérité, c'est l'idée heureuse, la folle du logis. Et malgré tout, sans l'idée de postérité, je ne crois pas qu'on puisse écrire un livre décent. Mais sinon, il y a beaucoup de mythomanes dans vos livres. Dans le dernier, il y en a un certain nombre.
Mais vous comprenez, vous ne comprenez peut-être pas. Je ne me défends pas d'être mythomane. Je veux dire que je crois que c'est une autre. C'est une autre aventure. Une autre aventure. Peut-être que si je vis longtemps, à 60 ans, dans 9 ans, je raconterai des choses sur tel écrivain pour m'amuser. Mais vous seriez mythomane si vous disiez c'est grâce à moi que De Gaulle est revenu au pouvoir. Voilà, oui. En 58. Bon, ça c'est le genre de choses que Malraux pouvait faire. Oui, voilà ce que je veux dire. Pas ce que c'est que mythomane. Oui. Et en fait, je n'ai jamais... Ce serait plutôt le contraire. Ce serait dégonfler les choses. Oui. Une sorte de plutôt... justement, et une sorte de... C'est mythomanie à l'envers, un peu. Ma mythomanie, c'est celle de l'écrivain. Voilà. C'est-à-dire à une époque où l'écrivain n'a vraiment plus aucune espèce d'importance, je porte ce personnage. En attendant un nouveau livre, toute l'œuvre de Bernard Franck est réunie en un seul volume dans la collection 1001 pages chez Flammarion. La semaine prochaine, Métropolis vous sera proposée par la ZDF. Au sommaire, les artistes et les créateurs tchèques d'aujourd'hui, la sortie en Allemagne du nouveau film de Doris Dery et de son premier roman, du théâtre à la Schaubühne à Berlin et un reportage sur la petite ville de Baiersbronn. Comment se fait-il que l'on trouve 3 des meilleurs restaurants d'Allemagne dans la même bourgade perdue au cœur de la forêt noire ? La Fnac et Arte, la culture en mouvement. Dans un instant, il faut leur faire comprendre qu'ils sont inutiles. Les traiter comme des moins que rien. Le harcèlement moral fait-il partie des ressources humaines ? De gré ou de force, quelques-uns l'apprendront dans un instant. Mardi. Bien sûr, ils sont différents. Petits pour toujours. Et après, ce sont des regards. Des problèmes concrets. Des questions. La vie en face au pays du nanisme, mardi à 20h45. Mr. Scott, could you tell the committee whether or not you are now have ever been a member of the Communist Party? Mr. Stripling, that question is designed to inquire into my personal and private life. 1947. Dans l'Amérique du macartisme, les 10 d'Hollywood font de la résistance et voient leur carrière s'échouer sur la liste noire. D'autres se transforment en délateurs. Quelques célébrités oseront s'élever contre l'Inquisition. Arte, dessine-moi l'hiver. Pour liquider une entreprise au moindre coût, il y a de nouvelles méthodes. Ce téléfilm les dénonce tout de suite. Arte.